عايشة نبدأ باهي. دونك معنا سي العفريت donc le président de la Société tunisienne d'ophtalmologie. On va parler un petit peu donc disons d'une classe thérapeutique pour le glaucome en Tunisie. C'est les prostaglandines. Vous savez, les prostaglandines ont commencé à être présentées sur le marché et découvertes déjà en 1997. Ils ne sont pas si récents, mais disons que sur le marché et de façon usuelle, ils ont marqué, disons, le début du troisième millénaire. C'est la première classe thérapeutique qui a supplanté les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, lorsqu'ils ont été découverts en 1970 et mis sur le marché, en ce moment-là, ils étaient le gold standard donc, qui a révolutionné le traitement médical du glaucome. Les prostaglandines ont, disons, colonisé. Économique évidente en Tunisie, mais maintenant que les cliniques de CNSS commencent à prendre en charge de plus en plus et nous les en remercions vivement. Il s'agit là d'un effort national à ne pas négliger. Donc ils ont commencé à prendre leur part du marché qui est encore loin de ce qui existe en Europe. Tout à l'heure, vous allez voir lors de la conférence que la part des segments prostaglandines est encore lointaine de ce qui existe en Europe, malheureusement. Et qu'en est-il des associations fixes? Les associations fixes, chez nous, la démarche ou l'escalade thérapeutique donc, qui convient dans le traitement médical du glaucome est une étape parmi les étapes du traitement médical. L'idéal, c'est de faire une monothérapie avec un seul traitement, mais nous allons le voir, cette maladie pernicieuse, cette maladie sournoise évolue de différentes manières. Quelquefois, la monothérapie suffit et dans beaucoup d'autres cas, elle ne suffit pas du tout et on est obligé de passer à une autre classe thérapeutique et de combiner essentiellement par les combinaisons fixes. Pourquoi? Pour améliorer la qualité de vie. En fait, multiplier les instillations quotidiennes va influer négativement sur la qualité de vie du glaucomateux. Donc l'apport des combinaisons fixes est essentiel dans ce cas-là. Merci. D'accord, oui, voilà. Donc la troisième nouveauté qui a marqué donc, le début de 2010, c'est l'apport parce que tous les antiglaucomateux ont leur effet secondaire, essentiellement qui est dû à l'excipient, qui est soit le polyquade, soit le benzalkonium, qui altère la surface oculaire et entraîne des effets secondaires néfastes, type rougeur oculaire, démangeaisons. C'est la raison pour laquelle l'introduction des bac-free, qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont dénués d'excipients, il s'agit d'une nouvelle formulation pour obtenir des molécules stables. Ce n'est pas facile. Et la technologie actuelle permet, dans certains cas, et de plus en plus de laboratoires s'y mettent, ces molécules préservatif free. Sans conservateur.
compliqué. Merci Aïcha Ksel Afrit. À tout à l'heure pour la conférence plus en détail. Merci. PL, ça se discute, c'est vrai. C'est vrai que ça se discute parce que il ne faut pas être hypocrite, on sait très bien que, enfin, on va bouger la main PL, vous voyez ce que ça donne. Je pense que dans ces conditions, il faut être raisonnable avec le patient et pas le surcharger de traitement. Ça veut dire qu'on ne va pas le traiter pour l'attention, mais ça veut dire qu'on lui dira que les carottes sont cuites réellement. Le choix de la thérapeutique, alors ça c'est clair, les molécules les plus efficaces sont les agonistes alpha-2, c'est 20-25%. Les IAC en voie locale, c'est 20%. Le Diamox, c'est plus, mais c'est pas le même type de médicament. Pilo et adrénergique, ça n'existe plus. Et le placebo, vous voyez que dans l'étude European Glaucoma Prevention Study, la baisse de pression sous placebo était de 15%. Donc c'est pas rien. 2008, l'EGS 2014, et vous savez que le congrès européen du glaucome a eu lieu à Nice. On est très fiers que ce soit en France cette année. Il y a eu les nouvelles recommandations. Je ne sais pas si vous les avez. Vous les avez vues? Vous en avez parlé peut-être? Tu en as peut-être parlé. Hein. Alors on les verra un petit peu à la fin. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il y a 2-3 points qui ont changé. Elles vont être distribuées et la Société française du glaucome va les traduire en français afin de les diffuser. Et je pense qu'on aura donc une diffusion ici en Tunisie. Si quelqu'un veut les traduire en arabe, ça sera aussi une chose très, très bien afin de diffuser cette information. Si quelqu'un est intéressé, qu'il vienne me voir, mettre en contact avec Carlo Traverso, président de l'EGS. Alors, en pratique, tu as encore du temps ou pas? 10 minutes? Ok. Alors, en pratique, on commence par une immunothérapie dans la plupart des cas. On verra que c'est pas tout, ça a changé, ça. Le GS a un petit peu modifié les choses. On switch sur une autre monothérapie quand le traitement n'est pas efficace. Qu'est-ce qui est un traitement pas efficace? C'est lorsque la pression baisse moins de 15%, moins que le placebo. Là, on switch, ou lorsqu'elle est mal tolérée. Alors, est-ce qu'on switch? On change de famille? Oui ou non? Alors oui pour les bêta-bloquants, oui pour les IAC, oui pour les agonistes alpha-2, parce qu'en général, quand vous n'êtes pas réceptif à un bêta-bloquant, vous ne serez pas réceptif à un autre bêta-bloquant. La molécule est efficace, plus de 15%, bien tolérée, bien suivie, mais malgré tout, vous pensez que ce n'est pas assez. Là, vous associez deux colis. Donc ça n'a pas changé, vous étiez au courant de ça. Ok, on verra un petit peu les choses. Alors un petit mot sur les prostaglandines, parce que ça fait 20 ans qu'on a ces produits à disposition, parce qu'on a aujourd'hui une molécule qui n'est pas uniquement une prostaglandine, mais qui contient une prostaglandine avec un bêta-bloquant. Pour faire un retour vers le futur, un retour en Suède, des chercheurs ont essayé de trouver la meilleure prostaglandine, une PGA2-alpha, permettant d'abaisser la pression à des faibles doses. D'où l'arrivée des prostats sur le marché. Et d'ailleurs, l'aventure n'a pas été si simple que cela, parce qu'au départ, personne n'y croyait. Et voici un facsimilé d'un abstract de la première étude d'une prostaglandine chez l'homme, volontaire sain, et l'abstract a été refusé en 86. Donc ça a mis du temps, et les gens n'étaient pas vraiment convaincus, ils disaient ça ne marchera jamais, c'est n'importe quoi, dehors. Et 20 ans plus tard, c'est la molécule qui est la plus donnée, la famille qui est la plus donnée au monde. Alors, prostaglandine A2-alpha, dont sont dérivés la plupart des prostats, ont un rôle effectivement d'inflammation, de nociception de ce petit chat, c'est pas le mien, et d'autre part, change également la couleur des yeux, et ici chez un singe, c'est pas le mien. Alors, le génie des pharmacologistes a été... Oh, ça va trop vite. Le génie des pharmacologistes a été de dissocier l'effet inflammatoire des prostats et l'effet sur la pression. Et voici la baisse de pression intraculaire obtenue avec une prostaglandine, très bien. Et on a réussi, en modifiant les molécules, à enlever cette partie inflammatoire et de laisser la partie pressionnelle. Alors ce qu'on a appris également avec le développement des prostaglandines, c'est que l'humeur aqueuse passait par le travéculum, soit, mais passait également par la voie hémosphérale.
Et cette voie uvéosclérale est tout à fait intéressante et assez intrigante sur le plan anatomique. Le trabéculum, Schlemm, vaisseau collecteur, ok, tout le monde connaît. Par contre, cette voie uvéosclérale est une voie beaucoup plus diffuse, car il n'y a pas de barrière épithéliale entre la racine de l'iris, le muscle ciliaire et la suprachoroïde. Alors vous me direz, comment l'union aqueuse peut sortir de l'œil, alors qu'on sait que la sclère est une coque qui est très solide, imperméable. Et bien en fait, l'union aqueuse, quand elle passe très facilement dans le muscle ciliaire, passe ensuite dans la supraciliaire, dans la suprachoroïde, et ensuite emprunte les orifices perforants qui sont troués, qui trouent la sclère, et donc l'union aqueuse sort très facilement. Et c'est une voie qui n'est pas anatomiquement constituée, mais qui est une voie un petit peu diffuse, et un petit peu mystérieuse, mais tout à fait intéressante. Et pour cette raison, parce qu'il n'y a pas de limite à cette voie uvéosclérale, on sait que l'évacuation uvéosclérale est constante, quel que soit le niveau de pression intraculaire. Alors on sait que la voie trabéculaire est d'autant plus mise en jeu que la pression intraculaire est élevée. En cas de GPL, l'union aqueuse sort surtout par la voie uvéosclérale. D'où l'intérêt thérapeutique de donner une molécule qui va jouer essentiellement sur la voie uvéosclérale, en particulier lorsque la pression n'est pas très élevée, parce que la voie uvéosclérale sera mise en jeu quel que soit le niveau de pression intraculaire, donc une bonne application dans le GPL. Alors, l'hyperémie conjonctivale, c'est un résidu d'inflammation. N'ayez pas peur de l'hyperémie, expliquez-le aux patients. Ça peut être un frein à l'observance sur le long terme, on le sait, mais ça diminue avec le temps, il y a un rétrocontrôle qui se fait naturellement, et il n'y a pas de conséquences inflammatoires, il n'y a pas de risque d'inflammation associée, il n'y a pas de risque d'uvite lorsque l'œil est rouge. Il y a différents types de prostaglandine et de risque d'hyperémie, et celui qui donne le plus d'hyperémie est le bimatoprost, le travoprost étant assez proche du latanoprost en termes d'hyperémie. La pigmentation irienne est aussi intrigante, vous connaissez ça, vous savez gérer. Voici une photo qui vous montre pas mal, j'avais une vidéo, enfin sans photo, que la pigmentation est assez inhomogène, et ce n'est pas une vraie pigmentation normale, c'est plutôt une surcharge pigmentaire qui commence en périphérie et qui va vers le centre, ce qui est un peu bizarre. Bien sûr, ce cosmétique soit, mais ça peut être un petit peu gênant en cas de glaucome unilatéral. Et on sait également que le produit a des effets, les prostaglandines ont des effets un peu bizarres sur les cils, ça fait pousser les cils, et d'ailleurs il y a un produit à base de prostaglandines aux États-Unis qui est commercialisé par un laboratoire concurrent et qui permet qui est distribué sous forme de mascara, et c'est Brooke-Shields qui est l'égérie de cette marque. Alors d'autre part, il y a aussi des effets secondaires un peu bizarres. C'est cette patiente qui est traitée pour un seul œil et qui a une atrophie de la graisse orbitaire. Ça c'est rare, hein, mais ça se voit. Et les gens vous disent, j'ai des cernes, je trouve que mon œil est plus petit. Et bien c'est vrai, c'était décrit il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et on sait que les prostaglandines, lorsqu'elles sont données de façon très chronique, peuvent entraîner une petite digestion de la graisse orbitaire. Mais c'est très difficile à distinguer de l'involution normale de l'orbite chez le patient âgé. Mais chez les patients, ça se voit un peu du côté droit. C'est démontré uniquement chez les patients qui avaient une rupture de la capsule postérieure du cristallin, un œdème maculaire d'autre origine, diabète, OVCR, autres pathologies inflammatoires. Ça ne survient généralement pas chez les patients qui ont une barrière hémato-rétinienne intacte et une capsule intacte. L'herpès, pensez-y, parce que ça peut réactiver l'herpès avec le pro-inflammatoire et upregulation du virus. Et 5% des cas, ça peut entraîner ou exacerber une uvite antérieure. Alors, un mot sur le produit que vous allez pouvoir utiliser très prochainement, ou peut-être déjà sur le marché, c'est le Duotrave. Alors, je vais aller assez vite parce que le Duotrave, vous le connaissez, c'est l'association du timolol et travoprost une fois par jour. La grande nouveauté, et c'est la prise en compte de ces problèmes d'effets secondaires locaux liés au conservateur, a mené le laboratoire Alcon à développer le Duotrave fait avant traitement. Donc, les prostaglandines sont, d'une façon générale, les travoprost de façon particulière,
des molécules ayant une longue durée d'action. Ce qui est important peut-être pour les gens qui sont peu observants ou moyennement observants. Si on a raté une goutte, c'est peut-être pas trop gravissime. La comparaison avec le Xalacom montre logiquement une efficacité supérieure au Duotrave parce que le latanoprost a une efficacité un peu inférieure à celle du travoprost en termes de baisse de pression. Le bleu, c'est le Xalacom, le rouge, c'est le Duotrave. Et une baisse qui n'est pas très importante, c'est 0,9 mm de mercure, mais on sait que 1 mm de mercure, j'ai dit tout à l'heure 2 mm de mercure, c'était 7 ans de gagné. 1 mm de mercure, c'est pas rien. Et une dernière étude comparative, c'est une étude de switch qui est intéressante, qui montre que les patients qui étaient sous camphor, sous association fixe ou non fixe de latanoprost, de bimatoprost et timolol, qui étaient switchés sous le Duotrave, avaient toujours une baisse de pression de l'ordre de 1 à 2 mm. Ça veut dire qu'il est possible de passer au Duotrave lorsque vous avez commencé par une association fixe ou non fixe à base de prostaglandine et de la bêta-glucane. Donc, d'une façon générale, je crois qu'il y a un mouvement qui est assez universel pour proposer des colliers qui sont mieux tolérés avec des conservateurs qui sont moins toxiques. Et l'alternative du bac est tout à fait intéressante. Un petit mot sur le GS. Pour dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Combiner deux flacons qui ont. Ah, excusez-moi, mais c'est facilement compréhensible. Combiner deux colliers qui contiennent la méthanetrose, ça ne sert à rien. Donc, toujours utiliser des molécules avec d'origine différente. Ce qui a été dit aussi à l'EGS 2014, c'est que les combinaisons fixes, peut-être par la jonction de la méthanetrose, étaient systématiquement mieux tolérées que les traitements de monothérapie. Cela veut dire que quand vous passez d'une prosta à une combinaison fixe en faisant un prosta, vous allez améliorer la tolérance. Pourquoi? Probablement parce que le timolol a un effet adoucissant, je puis dire, sur la tolérance du prostaglandine en termes d'hyperémie conjoncturelle, et c'est plus de l'eau. Alors, la grande nouveauté, peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que, évidemment, les combinaisons fixes ne sont pas des traitements de première intention. Si vous ne sélectionnez pas vos patients de façon très fumeuse, vous risquez de traiter trop les patients. Par contre, la grande nouveauté, et ça c'est peut-être la grande nouveauté thérapeutique de l'EGS 2014, c'est que vous pouvez, dans ce langage un peu diplomatique, quels patients peuvent bénéficier d'un traitement précoce agressif. En gros, ça veut dire d'un traitement fort. Et bien en fait, les patients qui ont un haut niveau de pression intraculaire, c'est sûr que vous avez 40 de tension, si vous pouvez descendre à 12 avec une immunothérapie sur contrat. Patients qui ont un glaucome avancé, avec une atteinte du champ visuel ou une progression rapide. Et alors, une chose importante, c'est qu'on peut passer à un traitement diagressif en pratique pour les non fixes quand la réduction de pression intraculaire requise, donc la pression cible, excède l'efficacité attendue avec l'immunothérapie. Donc ça, c'est une nouveauté, une prise en compte de la vraie vie. Quand vous avez un patient dont vous pensez qu'une immunothérapie ne sera pas suffisante, ça ne sert à rien de tester la immunothérapie, passer à l'association, vous pouvez d'emblée faire la combinaison fixe. Alors ça, c'est vraiment important parce que si l'agence sanitaire judiciaire vous dit « Ah mais pourquoi vous avez fait ça, vous n'avez pas testé l'immunothérapie ?» Eh bien vous dites le GS dit qu'on peut le faire, parce que moi je pense que c'est un choix médical. Je pense qu'en monothérapie, ça ne suffira pas. Donc, dans le GS, vous trouvez cette phrase, il est recommandé de raccourcir le temps d'intervalle entre les étapes et de procéder à un traitement de combinaison thérapeutique fixe ou non fixe plus rapidement que normalement. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté importante, mais ça va nous libérer sur la prescription thérapeutique. Voilà, donc je n'irai pas plus. On va voir. Comme je n'ai pas mangé depuis 24 heures, j'ai très peu bu, à la fin, c'est un peu dur. Je vous remercie pour la journée. Alors, je suis prêt à des questions et je voudrais remercier tous
n'allez pas mettre la présentation d'un dispositif, ça va se passer. Mais peut-être que vous avez un message à la télé. Des questions? Donc, nous sommes honorés d'inviter Monsieur Philippe Denis, le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital La Croix-Rousse à Lyon, et président actuel de l'EGS, European Glaucoma Society. La société française. Ah, d'accord, pardon, je refais. D'accord. C'est bon, président sortant, c'est pas la peine. Donc, alors, c'est bon? D'accord. Donc nous sommes honorés d'inviter M. Philippe Denis, chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital La Croix-Rousse à Lyon, ex-président de la Société française d'ophtalmologie et le président actuel de la Société française de glaucome. Donc nous allons parler avec M. Denis de la place des associations fixes dans le traitement du glaucome et comment voit-il donc la place également du dieutraf Bacfri pour la prise en charge des glaucomateux. Et s'il y a donc et pour ce qui est donc des expertises d'avenir en matière de nouvelles molécules en ophtalmologie, éventuellement. Merci de ces questions tout à fait pertinentes. Et je répondrai que actuellement, on prend bien en charge le glaucome en privilégiant des solutions où on allie à la fois l'efficacité d'une thérapeutique, mais également sa tolérance. On s'est aperçu que si vous donnez un collyre à un patient